Je suis activiste, patriote, j'ai un œil sur mon pays. Je suis sénégalais de natif au sud du Sénégal à Ziguinchor, là où j'ai commencé mes études pour aller à Dakar après. Donc j'ai fait une partie de mes études là-bas. J'ai fait 4 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est à partir de là que tout le monde m'a connu, depuis le lycée jusqu'à l'université, dans les activités concernant l'amicale des étudiants à la FASEC, la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc je me retrouve ici en France il y a de cela 2 ans. Est-ce que c'est pas tôt d'être scolaire, d'être étudiant et de faire de la politique en quelque sorte en même temps? Je me considérais avant comme activiste parce que j'étais dans aucun parti politique. Ce que j'ai à faire à chaque fois, c'est de revendiquer des choses qui ne sont pas bien, je les revendique. Si c'est bon, je le dis carrément, telle chose est bien pour notre pays, telle chose n'est pas bien pour notre pays. J'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais à l'université, c'était comme ça. La restauration universitaire, toujours c'est des revendications. Les conditions d'études à l'université, toujours c'est des revendications. Côté logement aussi, c'est toujours des revendications. C'est l'objet même d'un syndicaliste, c'est de revendiquer des conditions qui ne sont pas aptes ou adaptées selon la situation. Si on est dans une entreprise, si on est dans le cadre des études, donc on a toujours été comme ça. Ce n'est pas parce que l'on ne milite pas en public que l'on n'est pas engagé. D'autres, à l'ombre de leurs activités ici, demeurent touchés, impliqués, inquiets, avec toujours des revendications. ñun ñëpp bëgg nañu ñibbisi xam nañu li nekk ci dëkk ba ñun suñu ñibbisee dëkk ba dootul baax te dëkk bi metti na fii yëf yi metti na impôt yi metti na ñun suñu njaboot a ngi foofu bu doon suñu sago tey ñu takk suñu bagage wante li ñuy gis nii xeeñul neex. gis nga inondation bi barka démb gis naa Kër Massar ñooñu xale yi ni ñuy doxee maire yi di sol ay bot maire yëpp feebar nañu yooyu bari nañu dëkk ba salte na nit ñaa ngi ku lekk benn repas nga lekk Sénégal loolu mosu fa xew Sénégal yërmande la ñu xam xamuñu vengeance xamuñu hypocrite xamuñu yooyu ñun dañuy yar ci diine suñu dëkk bi ñu baax la ñu xam suñu mag yu baax yi suñu ñaanu dëkk bi ndax sonn nañu dëkk ba sonn na ñun ñi toog fii ñibbisi rek la ñu bëgg man sax takk naa samay bagage ba pare wante ñemewu maa ñibbisi ndax bu ma ñibbisee lu ma fay def ñun ñu ngi nii yow suñu kaaf yëpp fees na di xaar rek dëkk ba neex ñun ñëpp ñu ñibbisi wan bu ñibbisee duñ fa def dara te ñi ci dëkk ba dinañu sonn ndax bu ñu toogandoo di xool du baax fii ñun bu ñu xëyee ñu ngi ci marché yi ñu ngi suñu kër yi ñu ngi toppatoo suñu njaboot gi di toppatoo ñu nekk Sénégal. ñu ngi fii mais sunu xel bi yëpp ak sunu xol bi sunu xalaat yëpp ñu ngi Jolof mooy que ni Jolof la fa xew doy na waar chaque jour li ñuy gis li ñuy dégg bon man li may njëkk wax ci Jolof ñoom ñoo war a jóg xool lu jaaduwul ñoom ñu jóg comme niñ ko defee le 23 juin biñ fa bëggee jëlee maam Ablaye Wade mooy que ni ñoom ñëpp a jógoon muy tarixa yeeg kilifa aada yeeg sëriñ seeg lépp a jógoon ne foog Ablaye Wade jóge fa mooy que ni bu ñu toogee nag ñu gis lu mel nii Sénégal instant bi xamatuñu fu ñu jëm xamatuñu réew mi lu muy nuru xamatuñu tey luy sunu avenir suba ñun ak luy sunu avenir sunuy sët sunuy doom sunu pétrole contrat bi gisuñu ko leerul kuy sénégalais am nga droit ci sa ressource naturelle muy sunu pétrole muy sunu gaz muy sunu fer muy sunu zircon muy sunu or bi Sabodala benn contrat musuñu ko tegal ñu liir ko dara ba nii la am Sénégal tey amul France amul pétrole France amul zircon France amul or France amul gaz Sénégal tey yàlla lam fa wàccee yàlla du ñëw ku nekk sa buntu kër mu fëgg la ne la am de yàlla du wàcc sa ku nekk sa buntu kër mu ne la am yaa moom lii yàlla wàcc na fa lépp la nga xamante ne tey mën nañ si jëfandikoo ba sunuy sëtaati sët jëriñu si tey sunu zircon beeg sunu fer bi sunu gaz bi ak sunu pétrole bi mën nañ am ay top niveau yoo nga xam mën nañ defar ay hôpital ya nga xamante ne top lay doon au Sénégal ba nga xamante ne tey waa Malek waa Gambek waa Mauritanie ñëpp dañuy ñëw sax di faju ci Sénégal
ay université ya nga xamante ne yu mucc ay hôpital yu mucc ay du ñu soxla ñëw fii di faju que dem signer suñu pétrole jox ko Frank Timis 600 milliards mu jël ko taxañ ko ah tey Sénégal ku nekk kuy sa doom kuy sa rakk da sa ba sa yaay ba sa jarbaat tey ku nekk war a am 400 000 ñun la war a gën a ñun dañu war a jox double 400 000 ñun voilà ñun dañu war a jox double 400 000. Céline, on voit surtout de temps en temps que tu couvres beaucoup l'actualité sénégalaise en étant en France, surtout l'actualité politique. Tout à fait. En fait, moi je me dis, c'est pas que je suis pas au Sénégal que je ne dois pas m'intéresser à ce qui se passe au Sénégal. Du moment où, depuis que j'étais au Sénégal, je m'intéresse à l'actualité politique, je m'intéresse au quotidien des Sénégalais. Bon, une fois en France, je me suis dit, il va falloir que je trouve un moyen pour m'exprimer, pour continuer cette lutte-là, continuer à dénoncer des choses, continuer à dire ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et j'ai commencé d'abord à aller chercher l'avis des Sénégalais qui sont ici en France, qu'est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils trouvent le pays, l'actualité au Sénégal. J'ai eu même à interroger Bamba Fall. Par occasion, j'ai eu à faire un micro-trottoir pendant les élections. J'ai fait des vidéos parfois moi-même de façon individuelle à faire des sensibilisations sur le comportement des Sénégalais et tout. Donc je me dis toujours, peu importe là où on est, on doit s'intéresser à notre pays. Parce que c'est notre pays qui a tout fait, qu'on est là aujourd'hui. C'est notre pays qui nous a tout donné. Donc raison pour laquelle je ne me suis jamais arrêté. J'ai toujours continué de me battre à ma manière. Du coup, ton combat, il est que politique finalement? Il est que politique, il est citoyen aussi. Parce que j'ai parlé du comportement des Sénégalais. Il n'y a pas longtemps, on parlait du comportement des Sénégalais dans les places publiques, comment les lieux sont sales, comment Dakar est devenu sale par rapport aux années passées. Donc j'ai parlé de ça aussi. Donc ça ne se limite pas carrément de la politique. Parce que quand on dit citoyen, ce n'est pas forcément politique. La politique vient après. Donc il y a pas mal de choses dont on parle d'abord, avant la politique. Ce n'est pas qu'on se concentre tout simplement dans des sujets politiques. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un engagement citoyen finalement. C'est un engagement citoyen, patriote et dans la légalité, dans la démocratie, dans le respect des droits des autres. Le gouvernement en place, on le respecte, on leur donne toutes les opportunités pour qu'ils puissent exercer leurs devoirs, mais tout en ayant un œil sur eux, en faisant des commentaires, en donnant nos avis, en faisant nos appréciations. On a toujours été activiste depuis tout petit, depuis le lycée, je vous dis, on a toujours été activiste. Donc c'est facile du moment où on le porte dans notre cœur. C'est difficile dans la mesure où on a des intox, on a des menaces. Des menaces de qui? Du gouvernement. Il y a, par exemple, quand Macky Sall était venu à l'université Cheikh Anta Diop, on lui a jeté des pierres et tout. J'étais accusé. Tout le monde disait que c'était moi, on m'a poursuivi et tout. En 2012, lors des élections présidentielles, quand on a créé le collectif des lycées de Dakar, on a été traqués, nos téléphones étaient en écoute et tout. Et pourtant, on revendiquait notre droit. Parce qu'on est resté, par exemple, je dirais 6 mois, si je ne me trompe pas, sans faire de cours, sans rien du tout. Et il y avait le bac qui était devant nous. Donc il fallait se lever et crier haut et fort, dire ce que nous ressentons. Moi je dis tout ça, c'est les conséquences. Il faut les assumer, il faut assumer nos actes. On ne fait rien de mal, on porte tout simplement un amour pour notre pays. Donc on ne va pas laisser les bras croisés, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser manipuler. Le peuple sénégalais a depuis des années souffert. Et est-ce que finalement aujourd'hui, être sénégalais en étant en France, tu dis le peuple sénégalais a souffert, mais aujourd'hui cette souffrance qui se passe au Sénégal aujourd'hui, est-ce que toi tu le ressens ici, même en étant en France, en vivant dans un quotidien qui est assez confortable finalement, tu ressens un peu la difficulté des Sénégalais? Bon, sur cette question, je dirais, c'est vrai qu'ici en France, on a pas mal d'opportunités par rapport au Sénégal. Mais cette souffrance-là, on le ressent par rapport à nos parents, par rapport à nos amis. Imagine par exemple, moi quand j'ai quitté l'université Cheikh Anta Diop, je me suis déjà inscrit en master de audit et contrôle de gestion. Je ne l'ai pas pu terminer. Pourquoi? Parce que même pour trouver un professeur qui va t'encadrer pour tout ce qui est mémoire et tout, c'est compliqué, tu ne peux même pas trouver. Il y a des générations qui sont sorties avant nous, qui n'ont pas encore soutenu jusque-là. Donc, à chaque fois tu parles avec des amis qui sont là-bas, il y a cela 2 ans, jusque-là, ils n'ont pas encore soutenu leur mémoire de fin d'études. Donc on le ressent aussi du point de vue quotidien des Sénégalais, de nos parents qui sont là-bas. Il n'y a rien du tout, ils te disent carrément ne viens pas ici parce que rien n'a changé. Donc tu le sens au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, ils vont te dire envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Donc tout le monde voit à la diaspora comment est-ce qu'on participe. D'où la raison qu'on communique tous les jours, d'où la raison qu'on leur dise exactement ce qui se passe ici.
ce qu'on vit tous les jours, le racisme, des paparasses de papier à régler de gauche à droite, chaque année des titres de séjour à renouveler pour les étudiants, pour les résidents. Il y a pas mal. Quand tu n'es pas chez toi, je dirais en quelque sorte, tu es emprisonné. Donc eux, ils ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne sont pas ici. Mais ils voient, à travers les réseaux sociaux, maintenant les choses ont évolué, ils voient ce qui se passe ici. On est tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook, ils savent ce qui se passe ici. Mais aussi, ce qui les force toujours à résister contre cette sensibilisation qu'on fait, c'est que la vie est dure là-bas. Ils préfèrent venir ici, souffrir ici, que souffrir là-bas. Devant les parents, tu ne peux rien faire pour eux. Tu vois tes frères, tes amis souffrir, tu ne peux rien faire pour eux. Tu es diplômé, tu ne peux pas travailler. Donc c'est ce qui fait qu'ils veulent tout le temps venir. Comme nous, c'était pareil quand on était là-bas. On voyait l'Eldorado, on se disait il faut aller là-bas, c'est mieux qu'ici. Mais une fois ici, il y a d'autres réalités. Il y a d'autres conditions qui ne sont pas, qui ne favorisent pas l'évolution du point de vue social. Tu as besoin de tes parents, tu as besoin d'être avec des amis. Ici, tu ne l'as pas. Tu n'as même pas le temps de souffler un peu. Makaila Ngebla est, avant d'obtenir l'asile politique en France, poursuivi par des autorités de son pays d'origine, le Tchad, en France, il se dit aujourd'hui en grand danger. Je suis journaliste, je tiens un blog sur le Tchad. J'ai été expulsé en 2013 du Sénégal à la demande du Tchad et donc la France m'a accordé l'asile politique. Donc je suis titulaire aujourd'hui depuis 5 ans d'un statut de réfugié politique et je viens en France comme opposant au régime d'Idriss Déby où j'anime un site d'information très apprécié au Tchad et en Afrique sur la situation politique, économique de mon pays d'origine. La raison était simple, c'est que mon blog est très apprécié au Tchad, comme je vous disais. Et de suite de cela, le gouvernement tchadien a envoyé son ministre de la Justice qui était venu à l'époque, c'était en 2013. Et c'est à cette rencontre qui a été décidée de la possibilité de m'expulser du Sénégal. Donc j'ai été arrêté en une seule journée. C'était, je me rappelle très bien, le 7 mai 2013 à Dakar. J'ai été auditionné par la police à la DST, la Direction de surveillance du territoire. Par la suite, le Sénégal a décidé de m'expulser de son territoire vers la Guinée-Conakry où j'ai fait 2 mois d'exil, je dirais. Et c'est à la suite de cela qu'il y a une mobilisation au Sénégal et une mobilisation ici en France. Et c'est là que la France a décidé de m'accorder un statut de réfugié politique depuis son ambassade à Conakry. Et donc je suis arrivé à Paris, j'ai aussitôt obtenu mon statut de réfugié politique parce que c'est une décision, un accord qui a été donné par les autorités françaises, notamment les Quai d'Orsay, l'Élysée, etc. Donc je suis en France comme réfugié politique, mais je continue à animer mon blog sur la question du Tchad. Je m'implique à travers mon engagement citoyen et militant pour faire entendre la question tchadienne à l'échelle internationale et africaine. C'était un soulagement en 2013 quand la France m'a accordé l'asile politique. Donc c'est un statut qui permet à quelqu'un, à une personne de se protéger contre son pays d'origine. Et donc c'est à ce titre que la France m'avait accordé ce statut. Et ma famille au Tchad, tout comme ici, elle a apprécié la décision de la France de m'accorder ce statut, cette protection. Bon, une protection ne veut pas dire forcément qu'on est à l'abri de toute poursuite, etc. Mais de toutes les manières, par rapport au Tchad, je devrais en principe être protégé. Ce combat judiciaire est lié aussi à mon activité de journaliste, blogueur. Et donc du coup, j'ai publié le 10 novembre 2017 un article qui m'a été une contribution qui m'a été envoyée du Tchad sur le neveu du président tchadien il s'appelait Abbas Toli, ce dernier a été non seulement ministre des Finances, il a été ministre des Infrastructures, il a été directeur de cabinet, directeur des douanes. Et donc cet article qui a été publié sur mon blog le 10 novembre 2017, à la suite de cette publication, j'ai eu un droit de réponse qui m'a été envoyé du Tchad, de l'entourage de ce ministre. Et au bout de 3 mois, j'ai reçu une mise en demeure des avocats français qui me demandent de retirer cet article de mon blog. Et je leur ai fait comprendre que si je retire l'article, je suis censé aussi retirer les droits de réponse. Donc ils n'ont pas voulu comprendre, ils ont voulu que je retire l'article en laissant les droits de réponse. J'ai dit mais non. Donc j'ai retiré aussi bien l'article et les droits de réponse. Et c'est en ce moment que j'ai reçu une convocation une semaine de la police, de la brigade de la répression contre la délinquance et en France, à Paris. Donc j'ai répondu à cette convocation dans laquelle on m'a demandé si je connaissais la personne qui m'a convoqué. Je dis que c'était forcément lié à un article qui va s'enclencher. Et je suis prêt à répondre à cette bataille judiciaire avec moi, bien sûr, mes soutiens. On ne va pas dévoiler notre stratégie de défense ici, mais nous sommes totalement sereins parce que si un article a été publié, il a été publié, retiré, je ne vois pas qu'est-ce que je peux en courir. Je sais que la justice française
sera en mesure et compétente de trancher et de faire arbitrer positivement parce qu'elle connaîtra en fait ma version à moi, ma version des faits. Et c'est en ce moment que les magistrats français doivent eux aussi apprécier à sa juste valeur pourquoi un journaliste qui se fait persécuter en 10 ans dans son propre pays d'origine et pourquoi c'est toujours le même régime qui depuis 30 ans continue à persécuter effectivement un blogueur qui est engagé sur les questions de démocratie dans son pays d'origine. Je pense que c'est une opportunité qui m'a été donnée et qui va aussi mettre la France en difficulté. La France soutient Idriss parce que c'est elle qui l'a fait venir au pouvoir en 90. Et depuis 90 à nos jours, on nous fait savoir que c'est un allié stratégique pour la France en termes de géopolitique. Et nous, on pense que Paris devrait plutôt regarder du côté de la démocratie, de l'alternance politique. Donc c'est le paradoxe effectivement de la signature même de la Convention de Genève que la France a ratifiée. Et je pense que moi je vais dénoncer cela, je vais continuer à dénoncer pour que les citoyens aient accès à ces ressources-là. Vous savez, en 2005, j'ai été expulsé de Tunis. En 2013, j'ai été expulsé de Dakar. Donc, je n'avais à l'époque aucun droit de recours. Ici, en France, je pense que c'est l'occasion où jamais il faut que je fasse de ces procès un procès contre un régime. Et que je fasse de ces procès une tribune. Et que cette tribune pourra permettre aux autres personnes de s'approprier et de défendre effectivement leurs droits légitimes. Parce qu'il ne faut pas en rester là. Il faut continuer à dénoncer cette situation pour que s'arrête la persécution, qu'elle soit politique, judiciaire, à l'encontre des journalistes, des blogueurs, des activistes qui se battent, qui se mobilisent. Centrale et beaucoup plus d'actualité. Tu as arrêté, tu t'es engagé du moins sur Arle Nubok au niveau de la diaspora. Pourquoi? Bon, en fait, comme je te dis tout au début, j'avais besoin d'une fenêtre pour m'exprimer. Et après cela, il y a le scandale sur le pétrole et le gaz qui est venu avec ce documentaire de la BBC. Et je me suis dit, du moment où je travaille sur ces causes-là et qu'il y a une plateforme qui est là, qui regroupe la société civile, les partis politiques, les activistes, et je me suis lancé, je me suis dit, c'est la même chose, c'est les mêmes causes. Raison pour laquelle je me retrouve dans Arle Nubok. Et depuis lors, on est en train de manifester tous les vendredis à la place de la République pour dénoncer, crier haut et fort, pour montrer à l'opinion internationale qu'il y a des choses qui ne vont pas au Sénégal, qu'il y a des choses qui datent après l'indépendance ou avant même l'indépendance, que les Sénégalais n'ont jamais bénéficié, c'est-à-dire nos ressources. Donc d'où le combat de Arle Nubok. Mais c'est un combat contre quoi? Contre le régime depuis des années jusqu'à présent qui est là. Parce que moi je me dis toujours qu'on a les fils d'Abdoulaye Wade, c'est le même système d'Abdoulaye qui existe jusqu'à présent, c'est emprisonner les gens, c'est un régime entre guillemets dictatorial. Donc les Sénégalais... Le mot est fort. Hein. Le mot est fort, mais on l'assume. Le mot est fort, on l'assume. Du moment où on ne peut pas bénéficier... Donc je vais terminer. Du moment où on ne bénéficie pas de nos ressources, il y a une dictature qui est là. Arle Nubok, protégeons ce que nous partageons. Oui. Aujourd'hui, pour en revenir au cas du pétrole, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Aujourd'hui, on manifeste contre finalement un sujet qui est encore... qui bénéficie finalement d'une enquête en cours. Vous me parlez d'enquête. Prenons le cas de Khalifa Sall par exemple, ou le cas de Karim Wade au Sénégal. Mais le procureur s'est directement autosaisi sur ces sujets-là. Mais sur le pétrole et le gaz, qu'est-ce qu'il nous dit? Appel à témoins. Pourquoi on va attendre que les citoyens viennent témoigner? Pourquoi on n'a pas fait la même chose sur le cas de Khalifa Sall et le cas de Karim Wade, Mame Adama Gueye, Guy Marius Sagna, etc. Mais pourquoi le procureur s'autosaisit sur certains sujets et il y a de ces sujets, il nous lance un appel à témoins, ce qui n'a jamais existé au Sénégal. Donc c'est parce qu'il y a un problème. Donc il y a un problème et c'est ailleurs que vous Le problème c'est le président de la République et son frère. C'est à eux de nous éclaircir sur le sujet. Ils ont été accusés. Mais vous pouvez faire quoi à partir de Paris, à part manifester tous les vendredis? Qu'est-ce que vous attendez finalement en étant en France? Vous attendez quoi? Ce que nous attendons, c'est que lumière soit faite sur nos ressources, que ce soit le gaz, le pétrole, zircon, l'or de Sabadola, l'océan Atlantique, que lumière soit faite sur toutes ces questions-là, parce que ça nous concerne, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Le peuple a droit de savoir qu'est-ce qui est signé sur son dos, parce que c'est à eux ces ressources-là. Mais finalement, moi, c'est juste un avis, mais qui n'engage peut-être que moi. Aujourd'hui, cette manifestation, au Sénégal particulièrement, elle est en train de s'essouffler. Les gens sont passés à autre chose. C'est peut-être parce que finalement, ce n'est pas si consistant que ça. Moi, je ne dirais pas que les gens sont passés à autre chose. C'est que l'État veut divertir les gens, au fait. À un moment donné, tout était bloqué. On était en bloc, on se battait et tout. Et il a vu qu'il n'y a pas d'échappatoire. L'État n'avait pas d'échappatoire. Ce qu'ils ont fait, ils commencent à arrêter les leaders. C'est le cas de Guy Marius Sagna,
C'est le cas de Mme Adama et d'autres personnes qu'on ne connaît pas. C'est des activistes qui sont là. Et on nous traque un peu partout. Donc les activistes au Sénégal sont en danger. Ils sont en danger. Même nous qui sommes ici, on est en danger. Parce qu'on reçoit des SMS. Donc toi, tu es en danger. Je suis en danger. Chaque jour que Dieu fait, parce que je reçois des menaces sur mes pages Facebook, on m'envoie des messages à l'anonymat. On est en danger, mais on ne va pas lâcher. Parce que c'est notre rôle. C'est à nous de défendre, c'est à nous de crier. On est la voix des sans-voix. Donc c'est ça. Il faut que le peuple se réveille. Parce qu'il est temps qu'on se bénéficie de ces ressources-là. Même nos grands-pères ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure de nous dire lors de Sabadola, quand est-ce qu'on a commencé à l'exploiter. D'où va l'argent de cet or-là, l'océan Atlantique. Mais comment tu fais pour être aussi bien informé de ce qui se passe au Sénégal en étant à Paris? Parce que j'ai des amis là-bas, parce que j'ai mes pistes, j'ai mes sources. On s'informe. Elles sont fiables? Bien sûr. On a des documents à l'appui. Concernant le fer de Falémé, il n'y a même pas longtemps, on a vu les révélations que Ousmane Sonko a fait. Imagine comment l'État du Sénégal peut donner 50% des emplois sur l'exploitation du fer aux Turcs. L'État prend en charge la garantie bancaire. L'État va payer une partie de l'intérêt bancaire. Mais où va le monde? Ça n'existe nulle part dans le monde. C'est gravissime. Quand BBC a introsé nos autorités, il y avait des personnes comme l'ex-premier ministre. Mais il était étonné. Ils étaient ébahis. Parfois on se demande même pourquoi Macky Sall s'empresse à signer des contrats autour de nos ressources. Il n'y a pas de ressources actuellement au Sénégal dont il n'y a pas un contrat signé. Mais c'est quand même des accusations graves à l'égard ou à l'endroit de Macky Sall. Il n'y a que l'opposition qui fait des accusations autant pour moi, à l'endroit de l'État. Mais l'État ne se justifie jamais. L'État n'a une fois... Y a-t-il une opposition finalement au Sénégal? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a une opposition à Macky Sall? Même s'il y a l'opposition, il y a les activistes comme nous. Oui, d'accord. Qui font office d'opposition. Il y a Ousmane Sonko, il y a d'autres personnes qui sont là, qui n'arrêtent pas de la coalition Benno Bokk Yakaar, si je ne me trompe pas, est quand même assez conséquente au Sénégal. Néanmoins, la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est une coalition autour d'un intérêt en fait. Ils ne sont pas là pour le pays, tout le monde le sait. On a vu la mort de Ousmane Tanor Dieng qui est parti, il y a d'autres personnes qui sont parties. Il ne reste plus rien. Khalifa Sall, par exemple, à mon avis, il devait taper sur la table avant même les référendums pour sortir du Parti socialiste. Voilà les résultats. Moi, perso, pour faire une lecture par rapport à l'image de notre pays, moi, je me dirais qu'on est très, très en retard à cause de nos dirigeants. À cause de nos dirigeants, une partie à cause du comportement des Sénégalais vis-à-vis des dirigeants. Parce que là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on est en train de croiser nos bras par rapport à notre avenir, par rapport à l'avenir de nos enfants. Parce que ces ressources-là, les Émirats arabes, les grandes puissances, la G7, la plupart des pays n'ont pas ces ressources-là. Et vous faites comment, vous, pour manifester ici? On manifeste tous les vendredis. On envoie des demandes d'autorisation à la préfecture de Paris? Oui, et chaque fois c'est validé. Chaque fois, ils nous donnent l'autorisation. On va à la place de la République de 16h à 20h. On amène nos matériels, on les pose, on donne la parole aux citoyens. Chacun s'exprime, dit ce qu'il pense. Parfois, on voit des gens qui viennent du Sénégal il n'y a pas longtemps. Ils vont te dire carrément ce qui se passe là-bas. Comme hier, il y avait un ami qui est venu il n'y a même pas 10 jours. Il me dit les inondations là-bas. Il me dit c'est absurde. Imagine, depuis des années, combien de projets sont passés sur les inondations. Jusque-là, on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Et puis des milliards ont été mis dedans. Des milliards, à coups de milliards. Depuis les indépendances jusqu'à présent, on parle d'inondations à Dakar. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est parce qu'il n'y a pas de sérieux dans les projets. C'est parce qu'il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cet patriotisme de nos dirigeants. C'est ça le problème fondamental. Et la jeunesse se laisse faire aussi. La jeunesse, je dirais, reste dans son coin. Ils n'ont rien à faire, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien du tout. Mais du coup, finalement, aujourd'hui, quelle sera la suite de votre engagement autour de Aar Lu Ñu Bokk? Quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer après ces manifestations? C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que Aar Lu Ñu Bokk n'est pas là que pour le pétrole et le gaz. Aar Lu Ñu Bokk est là pour tout ce qui nous revient à tous les Sénégalais. Il y aura d'autres problèmes qui vont venir. Aar Lu Ñu Bokk va s'engager sur ces problèmes-là. Ça ira au-delà du pétrole et du gaz? Au-delà du pétrole et du gaz. Peut-être il y a d'autres sujets qui vont venir. Et on va s'engager aussi sur ces sujets-là, sur la vie quotidienne des Sénégalais. Le comportement même des Sénégalais, on va parler de ça. Ça ne se limite pas tout simplement à se manifester. On se concerte, on fait des débats. On attaque d'autres sujets, il y a des projets qui sont là, ce sera des projets humanitaires, nous allons apporter de l'aide à nos concitoyens qui sont au Sénégal. Même ceux qui sont ici, il y a pas mal de problèmes qu'ils rencontrent, on fera tout le possible pour les aider. Espérons-le. C'est notre espoir et je profite de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse sénégalaise pour qu'ils soient conscients que l'avenir de demain, c'est aujourd'hui. L'avenir, c'est aujourd'hui. C'est à nous de se lever, de se battre. Personne ne va se battre à notre place. C'est le message que je lance à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Bon, en tout cas, nous, on sera là pour vous suivre.
merci pour ton militantisme. Merci. Et puis bon courage pour le fait que tu es très actif sur les réseaux sociaux. En tout cas, bon courage pour ton activisme. Et puis on espère que nous arriverons tous à protéger ce que nous partageons. Après cet échange très constructif, vous avez bien vu que les Sénégalais, qu'ils soient ici ou ailleurs, continuent de militer, d'être actifs sur des sujets qui touchent évidemment toute la République sénégalaise. ñu ni nee na ñoo bokk réew mi